Hey, comment ça va? Alors, oui, d'habitude, pour cet épisode-là de podcast, je ne parle pas comme ça. Mais je vais faire juste une petite aparté avant. euh, pour concernant plusieurs choses. Enfin, une chose en particulier. C'est que en biographie de stars, il y a deux stars que je ne ferai pas, deux célébrités que je ne ferai pas. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a une dont je vous ai déjà parlé vite fait, c'est Selena Quintanilla. Je vous en ai déjà parlé par rapport au film et à la série qui sont disponibles sur Netflix. Vous tapez Selena et vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que le film, vous pouvez l'avoir en français. La série, par contre, vous l'aurez en version originale sous-titrée français. C'est pas doublé en français. Moi, je sais que ça me dérange pas, mais il y en a, ça dérange. Voilà. Et donc, du coup, je vais pas vous faire sa biographie. Vous savez déjà. Vous regardez la série, le film, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et voilà. Ensuite, la deuxième célébrité dont je ne parlerai pas, c'est Céline Dion. Pour la simple raison qu'en fait, vous pouvez trouver tout sur Céline Dion. C'est une célébrité qui est vraiment à cœur ouvert. Elle n'a pas de secret pour ses fans. On sait tout d'elle. Elle a déjà tout partagé. Voilà. Vous regardez ses interviews, vous savez tout. Vous savez que quand elle était enceinte, des jumeaux, en fait, étaient des triplés de base. Et qu'en fait, le troisième bébé, son cœur s'est arrêté. Et ça, elle en parle quand elle est enceinte des jumeaux, justement, dans une interview. Je me rappelle parce que ça m'a marqué. et, euh, et voilà, on peut quasiment tout savoir. J'ai même un livre qui s'appelle Dis-moi Céline. Et en fait, dedans, vous savez tout de toute sa vie jusqu'à ce que René malheureusement meure après quelques années après René et tout. Donc voilà, vous savez toute sa vie. J'ai un autre livre qui s'appelle Céline, pareil, où ça raconte plein de trucs et tout. J'ai le DVD Aline, on sait que c'est inspiré très fortement de la vie de Céline Dion. Donc voilà, genre vous pouvez tout savoir sur Céline Dion. Et il y a un petit passage, je sais que très peu à mon avis le savent. Voilà, et ça moi vraiment ça m'a choqué, donc je m'en souviens que ça parle de ça. Donc je vais juste vous le dire maintenant avant de passer à la suite du livre. Et d'ailleurs dans le début du livre, pareil, il y a une mini biographie de Céline Dion. Donc voilà, raison de plus pourquoi je vais pas faire Céline Dion. Donc voilà. Le 30 avril 1970, voilà, donc la mère de Thérèse Dion était à l'intérieur et elle a été dehors, Céline. Elle était dehors, elle était toute petite, hein. Elle était dehors à s'amuser. Et en fait, elle croit voir de l'autre côté de la rue sa soeur Denise pousser un landau. Donc elle se précipite pour aller voir le bébé dans le landau, sauf qu'elle va se rendre compte de son erreur au milieu de la chaussée. Le temps qu'elle voit ça, elle veut faire, elle veut rebrousser chemin et elle court dans le sens inverse. Sauf que elle fait sans regarder et une voiture l'a percutée. Voilà. Elle a été percutée par une voiture, donc le conducteur, lui, il a pris la fuite. Et ses frères, mais en fait, ils ont entendu le son et tout, donc du coup, forcément, ils ont couru, en fait, voilà, pour aller voir et tout. Ils l'ont ramassée, elle était inconsciente, et ils l'ont conduite à l'hôpital. Heureusement, et je crois que le Seigneur était avec elle à ce moment-là, elle avait une bonne étoile au-dessus de sa tête. Elle a eu qu'une commotion cérébrale, sans aucune séquelle. Et puis plus tard, ils vont apprendre en fait que c'était le conducteur était le truand Jacques Picard, qui était un récidiviste dangereux et il était recherché par la police. Voilà. Donc Céline Dion a été renversée par une voiture d'un mec qui était recherché par la police. Voilà. Et voilà, je me rappelle parce que ça m'a choquée et je me suis dit, il faut que je vous en parle. Et voilà, donc maintenant, c'est une troisième raison pourquoi je ne parlerai pas de Céline Dion. C'est pas parce que je suis pas fan d'elle, parce que je suis fan d'elle, mais c'est juste que voilà, vous avez une mini autobiographie au début, le tout premier chapitre que j'ai fait du livre que je suis en train de vous lire. Là, je vous ai lu ça et vous savez quasiment tout sur sa vie normalement. Vous allez sur internet, vous tapez interview Céline Dion et vous allez avoir tout sur toute sa vie. Voilà, de ces premières interviews jusqu'aux dernières, vous avez tout. Et vous savez également qu'elle souffre d'une maladie neurologique. Ça, je pense que je l'apprends à personne. On en a entendu parler aux infos, donc normalement, vous le savez aussi. Voilà. Sur ce, on va passer à la suite du livre. Donc, on est en 1996 et il y a la chanson All By Myself qui a un record vocal qui sort. Il suffit souvent à Céline Dion de reprendre un standard de la chanson pour se l'approprier et lui donner un nouvel éclat.
C'est le cas en 1996 avec All By Myself, une chanson créée 20 ans plus tôt par l'artiste américain Eric Carmen. Avec cette nouvelle version et la capacité vocale exceptionnelle de la star québécoise, pour tenir la note pendant 8 secondes, All By Myself est une nouvelle fois numéro 1 des charts. Bien avant la fameuse note mythique de Céline Dion, c'est l'auteur-compositeur américain Eric Carmen qui compose et interprète All By Myself en 1975. Pour imaginer cette chanson, il s'est inspiré d'une œuvre classique de 1901, le Concerto pour piano numéro 2 de Sergei Rachmaninov, pensant que cette musique est dans le domaine public, ce qui alors n'est pourtant pas le cas. Avec All By Myself, Eric Carmen se glace à la seconde place du Billboard 100 américain et à la 12e place des hits anglais. Il devient disque d'or. 2 ans après, en 1977, le réalisateur Dino Risi utilise la chanson dans la bande originale de son film Les Nouveaux Monstres avec Vittorio Gassman et Ornella Muti. En 1996, sur son 4e album anglophone intitulé Falling Into You, Céline Dion reprend All By Myself. David Foster est à la production de ce titre. L'enregistrement s'est déroulé quelques mois plus tôt, à la fin de l'année 1995, au Record Plant Studio de Los Angeles. Le jour de la prise de voix, Céline Dion se dispute avec son mari René pour des choses sans importance. Vexé, René boude et décide de ne pas accompagner Céline au studio. La chanteuse va donc rejoindre seule le célèbre producteur David Foster, qui lui annonce qu'il a modifié les orchestrations de la dernière partie de la chanson. Céline Dion va donc devoir chanter plus haut jusqu'à la limite de ses capacités vocales. Foster demande même à la chanteuse de tenir la note Fa aiguë pendant plusieurs secondes. Elle craint de ne pas pouvoir y parvenir, faisant part de ses inquiétudes au producteur. Assez froid ce jour-là, celui-ci lui réplique que si elle n'y arrive pas, il demandera à Whitney Houston, qui enregistrait dans le studio voisin, de chanter le titre, la sachant capable, elle, de monter sans problème jusqu'au Fa et de tenir le temps nécessaire. Sans répondre quoi que ce soit, Céline Dion décide de relever le défi. Elle entre dans la cabine d'enregistrement et interprète All By Myself de toute son âme et de toutes ses forces. Elle pousse la voix au maximum pour finalement atteindre le fameux Fa aigu pendant 8 secondes sans défaillir. Face à une telle prouesse vocale, les musiciens derrière la vitre du studio se sont levés pour applaudir Céline Dion. L'album Falling Into You, sur lequel figure All By Myself, sort le 8 mars 1996 et devient l'un des albums les plus vendus au monde, avec 32 millions d'exemplaires, dont 12 millions rien qu'aux États-Unis. All By Myself est le dernier extrait de cet album à paraître en single le 7 octobre 1996 au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Australie et en Asie. Partout, le titre obtient un immense succès commercial et devient surtout une référence vocale pour des millions d'apprenties chanteuses à travers le monde qui tentent de chanter aussi bien que Céline Dion. Et il y a une personne, je pense que vous avez entendu parler de ça et tout, à la Star Academy, qui a réussi à tenir cette fameuse note. Je parle bien sûr de la candidate Marine, qui est la grande gagnante de la saison de la Star Academy 2024-2025. Je ne veux pas en commentaire de débat sur c'est qui mérite de gagner entre Ebony et Marine. Je ne veux pas de commentaires, voilà. Hein, mais il n'empêche qu'elle a réussi à faire ça. Et qu'elle a rechanté aussi My Heart Will Go On, qu'elle a chanté en audition et sur le Prime. Voilà. Il faut dire, elle a réussi à la tenir. Donc, voilà, on va pas débattre sur qui aurait dû gagner. Ensuite, en 97 est sorti donc My Heart Will Go On. Quelle transition que j'ai faite, sans le vouloir, désolé. Un café noir avec 2 sucres avant de chanter. À la fin de l'année 97, un film américain relatant du naufrage du fameux paquebot Titanic connaît un immense succès mondial. My Heart Will Go On, la chanson thème de la bande originale de ce long métrage, est interprétée par Céline Dion qui en fait un hit planétaire. Gros blanc sur la jeunesse de ce titre que Céline a pourtant bien failli ne jamais interpréter. Film phénomène de la fin du XXe siècle, Titanic a battu tous les records et reste inscrit dans la légende du cinéma. La chanson du générique de fin, My Heart Will Go On, a également connu un succès retentissant, obtenant même un Oscar de la meilleure chanson originale à Hollywood. Pourtant, au départ, ce titre a failli ne jamais exister. Au mois d'avril 1997, à Las Vegas, le compositeur James Horner rencontre Céline Dion et son manager René Angélil. Il leur explique alors qu'il est en train de travailler sur la bande originale d'un film réalisé par James Cameron
sur le naufrage du Titanic. Dans une suite de Caesar Palace, James Horner joue au piano et chante pour Céline et son mari le thème principal du film sur les paroles de Will Jennings. Céline, installée derrière Horner, fait discrètement signe à René pour lui faire comprendre qu'elle n'aime pas du tout cette chanson. À la fin de sa démonstration, James Horner explique à Céline Dion et à René Angélil que le réalisateur James Cameron ne souhaite pas inclure de chansons sur la bande originale de son film. Pour le faire changer d'avis, Horner aimerait bien que Céline Dion enregistre une maquette. René, ayant bien vite compris le potentiel d'une telle opportunité, ignore les signes de désapprobation de sa femme et propose au compositeur de les retrouver un mois plus tard au studio The Hits Factory de New York, avec une bande orchestre de la chanson. Comme Céline sera alors en plein enregistrement de son nouvel album, Let's Talk About Love, le manager propose à Horner qu'elle enregistre en même temps une maquette pour la faire écouter à James Cameron et le faire changer d'avis. En mai 1997, James Horner retrouve donc Céline Dion et son mari au studio The Hit Factory de New York avec un playback de la musique de My Heart Will Go On. Avant l'enregistrement, James Horner raconte en détail à Céline Dion plusieurs scènes du film, et notamment celle d'un couple de personnes âgées s'enlacent pour mourir l'un contre l'autre en attendant que l'eau envahisse leur cabine. Il décrit aussi la tendresse d'une mère qui, en attendant la fin, chante des berceuses à ses enfants. Peu à peu, Céline perçoit toute l'intensité du drame et de la beauté du film. Elle parvient à s'en inspirer pour enregistrer la chanson. Le jour de cet enregistrement, Céline Dion n'est pas au mieux de sa forme sur le plan vocal. Même si elle ne l'a jamais fait, comme elle sait qu'il ne s'agit que d'une maquette, elle prend ce jour-là un café noir avec du sucre avant de chanter. Ce café noir lui provoque une accélération du rythme de la voix. Malgré cela, l'enregistrement est parfait et éblouit tous les dirigeants de Sony Music, présents au studio ce jour-là. Après avoir écouté cette maquette à plusieurs reprises, James Cameron accepte d'inclure la chanson au générique de son film, tout en redoutant les critiques des médias. Finalement, il ne le regrettera pas, puisque la chanson s'est vendue à 104 millions de CD à travers le monde. Pour l'anecdote, aucune autre prise de voix ne sera réalisée, et c'est la version de la maquette qui figurera sur la bande originale du film et sur l'album. Voilà, elle n'a jamais réenregistré la chanson. Et après, elle a chanté en concert, forcément. Toujours en 97, du coup, il y a eu Let's Talk About Love, un hymne d'amour universel. Titre l'un des albums de Céline Dion le plus vendu au monde, Let's Talk About Love est aussi le titre d'une chanson, la reprise en anglais de Puisque tu pars, un titre de Jean-Jacques Goldman paru le 5 novembre 1987. 10 ans après cette version originale en français de Goldman, Céline Dion enregistre en 1997 une version anglaise adaptée par le chanteur canadien Bryan Adams. En 1997, 2 ans après avoir triomphé avec l'album 2, signé Goldman, Céline Dion enregistre un nouvel album, mais cette fois en langue anglaise. Parmi les 16 chansons de nouveau disque figure Let's Talk About Love, qui n'est d'autre que la reprise en anglais de la ballade acoustique intimiste Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Ce dernier a eu l'idée de cette chanson sur scène à la fin de ses concerts. Il avait remarqué qu'avant qu'il ne quitte la scène, son public chantait chaque fois « Ce n'est qu'un au revoir », un titre qu'il n'aimait pas. C'est pour cette raison que Jean-Jacques Goldman a décidé de faire une chanson sur le départ, pas une chanson triste, mais positive qui traduise le bonheur de s'être rencontrés. Ainsi, après avoir lu plusieurs textes de grands auteurs comme Alfred de Musset sur des textes sur le thème de départ, j'ai du mal à parler ce soir, excuse-moi, Jean-Jacques Goldman a écrit et composé « Puisque tu pars ». Ce titre apparaît en 9e position sur le 5e album de studio de l'artiste, entre gris clair et gris foncé. La version de l'album fait 7 minutes et démarre par un sample d'un titre des Pink Floyd, « Is there anybody out there ?» J'espère que j'ai bien dit. Pour la version du 45 tours qui paraît en 4e extrait de l'album, en juillet 88, la chanson est réduite à 4 minutes 50. Cette nouvelle version est énormément diffusée à la radio au cours de l'été 88. Elle fait rapidement son entrée au top 50 et se retrouve à la 3e position Puisque tu pars, se vend à 450 000 exemplaires, devenant ainsi disque d'argent. En 1997, lorsque Céline Dion choisit d'inclure ce titre à son 5e album anglophone, elle demande à son compatriote canadien, Bryan Adams, d'écrire de nouvelles paroles en anglais. Ainsi, sous la plume de Bryan Adams et de son ami anglais Elliot Kennedy, cette chanson de fin de concert, qui s'adresse au public, devient une prière d'amour universelle écrite en 1 heure. Céline Dion craque pour cette nouvelle version et décide de l'enregistrer.
Au départ, ce nouvel album de Céline Dion est intitulé The Reason, du nom de la première chanson figurant sur le disque. Mais à la suite de problèmes de droit avec l'auteur de ce titre, Carole King, la maison de disques, décide de le rebaptiser. Et comme Céline et René adorent Let's Talk About Love, qui conclut le disque, il est appelé ainsi. Cet album sort dans le monde entier en novembre 1997 et se vend à plus de 31 millions d'exemplaires, dont 10 millions rien qu'en Europe. Il est certifié disque de diamant en France avec 1,2 million de disques vendus. Toujours en 1997, Tell Him, les voix de Dieu. En 1997, Céline Dion unit sa voix et celle d'une autre superstar internationale de la chanson, Barbra Streisand, avec leur duo intitulé Tell Him. Les deux artistes connaissent un beau succès et se classent dans les charts du monde entier. Alors attendez, j'ai un petit souci là. Je crois qu'il y a une faute de frappe. Ils mettent four, mais je trouve que c'est pour bien comprendre la création de ce duo exceptionnel entre Céline et Barbra Streisand. Il faut se replonger dans la 69e cérémonie des Oscars américaines du 24 mars 1997 au Shrine Auditorium de Los Angeles. Parce qu'ils ont mis un F, mais je crois que c'était un P qu'il fallait. Donc il y a une petite faute de frappe. Ils ont mélangé le pour, je crois, et le pour en anglais, donc for, F-O-R, et pour, voilà la fin de pour en français. Je crois qu'ils ont mélangé les deux. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Au cours de la soirée, Céline Dion est la première chanteuse à chanter 2 fois dans une même cérémonie de remise d'Oscar. Ce soir-là, Céline interprète Because You Loved Me, sa toute nouvelle chanson qui a illustré le film intime et personnel, sorti en 1996 avec Robert Redford et Michelle Pfeiffer. Elle chante également I Finally Found Someone, une chanson extraite de la comédie romantique The Mirror Has Two Faces, un film produit par Barbra Streisand qui est nominé dans plusieurs catégories des Oscars. Dans ce film, le titre est interprété par Barbra Streisand et Bryan Adams. Pour la cérémonie, Barbra Streisand ne souhaite pas chanter, il est prévu qu'elle soit remplacée par l'actrice et chanteuse Natalie Cole. Seulement 2 jours avant la soirée, celle-ci déclare forfait, si bien que les organisateurs demandent à Céline Dion si elle peut chanter un deuxième titre au cours de la soirée de remise des Oscars. Elle accepte et fait une interprétation formidable de la chanson du film de Barbra Streisand. Quelques jours après, Streisand envoie des fleurs à Céline Dion, accompagnée d'un petit mot sur lequel elle écrit qu'elle a visionné la cérémonie et qu'elle a trouvé qu'elle avait chanté merveilleusement bien et qu'elle regrettait de ne pas avoir été là ce soir-là pour l'entendre en direct. Elle rajoute qu'elle est une formidable chanteuse et émet le souhait de pouvoir chanter un jour avec elle. Un mot qui ne laisse pas Céline Dion et René Angélil indifférents. Ce dernier appelle immédiatement le compositeur David Foster pour qu'il écrive avec sa femme, Linda Thompson, une chanson pour Céline et Barbra Streisand. Et c'est ainsi que Tell Him est créé. La chanson est enregistrée le 30 septembre 1997 et paraît le 11 novembre 1997 sur Higher Ground, le 27e album de Barbra Streisand. Céline Dion inclut aussi la chanson à son 18e album, Let's Talk About Love, qui sort aux États-Unis et au Canada le 18 novembre 1997. Tell Him est d'ailleurs le premier extrait de l'album de Céline Dion à paraître en single au début du mois de novembre 1997. Ce duo reçoit un formidable accueil des critiques et du public. Aux États-Unis, il se classe à la 5e place des charts, mais le succès est mondial. Il se classe en tête des classements dans plus de 15 pays à travers le monde. En France, le single se vend à 400 000 exemplaires, autant qu'en Angleterre. Pour la promotion de la chanson, un clip est réalisé par l'américain Scott Locmus. Le titre est nommé le 25 février 1998 au 40e Grammy Awards dans la catégorie Meilleure collaboration pop vocale. En 1998 sort S'il suffisait d'aimer. Tandem gagnant. À la fin de l'année 1998, une belle chanson d'amour écrite, composée et produite par Jean-Jacques Goldman envahit les ondes. Elle a pour titre S'il suffisait d'aimer. Et elle est magnifiquement interprétée par Céline Dion. Et d'ailleurs, ce single-là, je l'ai. Voilà. Juste pour vous dire, j'ai ce single-là. J'ai d'autres albums aussi, forcément. Donc j'ai le single, là, S'il suffisait d'aimer.
J'ai l'album A New Day Has Come. J'ai l'album... Là, je vois pas le titre. Alors, attendez, 2 minutes. Je veux juste voir le titre pour que je vous dise ce que j'ai. Alors, attendez. C'est On ne change pas. Après, j'ai Encore un soir, forcément. Et Un peu de nous. Et dans Un peu de nous, vous avez plusieurs chansons de différents albums qui est dessus, en fait. Voilà, c'était juste une petite aparté, parce qu'on parle des albums, des singles, voilà. Je parle un peu n'importe où, désolé. Depuis le triomphe de son album 2 en 95, qui s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, battant tous les records pour un album francophone, Céline et son manager et Marie-Renée Angélil décident de poursuivre naturellement la fructueuse collaboration avec l'auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman. Au printemps 98, le tandem gagnant se reforme. Jean-Jacques Goldman confie alors, en relevant une nouvelle fois le défi, j'ai tout à perdre. C'est le plaisir avant tout qui motive cette deuxième collaboration. Céline et moi, nous sommes du même monde. Aussi, lorsque René lui parle d'un autre album, Jean-Jacques n'hésite pas une seconde avant de dire oui. Il avouera même, je me suis posé aucune question, travailler avec Céline n'a pas de prix. Pour ce deuxième album, il écrit et compose une dizaine de chansons sur mesure pour Céline. Parmi celles-ci, il y a une très jolie ballade qu'il crée un soir après un concert. Elle s'intitule « S'il suffisait d'aimer » et raconte l'état d'âme d'une femme secrètement amoureuse d'un homme qu'elle ne parvient pas à séduire. Quelques mois plus tard, au moment d'écouter la maquette que lui propose Jean-Jacques, Céline éprouve à la fois une certaine appréhension, mais également une grande curiosité qui laisse rapidement place à de l'enthousiasme et à de l'excitation. La chanteuse québécoise est notamment très touchée par l'efficacité émotionnelle de « S'il suffisait d'aimer ». L'enregistrement de cette chanson et de toutes celles de l'album se déroule au mois de mars 1998 au studio Méga à Paris. Il attend ensuite la fin de sa journée, au mois de juin, pour travailler sur le mixage des chansons. S'il suffisait d'aimer, donne son titre au nouvel album de Céline Dion, qui sort au début du mois de septembre 1998. Après un premier extrait intitulé Zora sourit, c'est finalement le 23 novembre que le single S'il suffisait d'aimer arrive dans les bacs. En même temps, un clip vidéo réalisé par Yannick Saillé est diffusé sur toutes les chaînes de télévision. La chanson ne tarde pas à devenir le plus important succès de l'album, se classant à la 4e place du top des ventes français de singles et en 19e position des tops européens. Pour la petite histoire, le 22 août 2008, Céline Dion a interprété S'il suffisait d'aimer devant 250 000 spectateurs lors du grand concert organisé sur les plaines d'Abraham pour célébrer le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec. Eh bien dis donc, j'ai du mal à parler ce soir, je m'excuse encore. Forcément, si on a parlé de S'il suffisait d'aimer de cet album-là, et on va parler de Zora sourit, sorti aussi en 1998. C'est un hommage aux femmes algériennes. Zora sourit, une chanson engagée écrite par Jean-Jacques Goldman et composée par son frère Robert, marque le retour fracassant de Céline Dion à la chanson francophone à la rentrée 1998. Dès les débuts du mois d'août 1998, la nouvelle chanson de Céline Dion, Zora sourit, déferle sur les ondes françaises. C'est le premier extrait de son nouvel album en français, qui marque 3 ans après sa seconde collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Pour ce premier single, Goldman a écrit les paroles de la chanson, mais a laissé la composition de la musique à son frère cadet, Robert Goldman, sous le pseudonyme de Jimmy Kapler. Au-delà d'être le manager de son frère, le producteur et cofondateur des productions JRG, Robert aspire de plus en plus à créer des chansons. Après avoir déjà travaillé ensemble sur Je sais pas pour Céline Dion en 1995, puis pour Florent Pagny avec le titre Une place pour moi, les frères Goldman remettent ça avec Céline Dion. Si Jean-Jacques écrit et compose entièrement 9 titres de l'album, S'il suffisait d'aimer, il en confie 2 à son complice musical et ami Eric Benzi et la musique de Zora sourit à son frère Robert. Pour ce deuxième album avec Céline, Jean-Jacques, qui connaît mieux la chanteuse, lui offre des textes qui parlent d'elle, de son enfance, de ses aspirations à devenir maman, mais aussi un texte plus engagé socialement avec Zora sourit. Cette chanson est un hommage aux femmes algériennes et Céline confiera que pour elle, Zora représente non seulement l'Algérie, mais aussi toutes les femmes de tous les pays où elles ne peuvent pas être libres et heureuses. Comme les 11 titres de l'album, Zora sourit est enregistré au Studio Méga à Suresnes, au début de l'année 1998.
Les chœurs du final sont assurés par la chorale des Chérubins de Sarcelles, dirigée par Georges Seba. Pour la promotion du titre, un clip est tourné à Aubervilliers, même si l'action est censée se dérouler à Marseille. Il montre une jeune fille d'origine algérienne qui marche dans la rue en souriant aux passants en se rendant à la poste pour envoyer un colis en Algérie. Céline Dion apparaît assez peu dans ce clip, excepté que sur quelques images en train de chanter. Zora Souris sert de titre de lancement pour le nouvel album francophone de Céline Dion. Le single se vend à 1 500 000 exemplaires, mais il est écrasé par l'immense succès du single suivant, S'il suffisait d'aimer, qui paraît le 23 novembre 1998 et devient la chanson la plus vendue de l'album. Céline a commencé à chanter Zora Souris durant sa tournée Let's Talk About Love World Tour entre le mois d'août 1998 et le mois de décembre 1999. Il y a également cette chanson Dans un autre monde, la force du changement. Sorti en 1998 sur le 19e album studio de Céline Dion, Dans un autre monde, connaît une popularité dans une version live enregistrée au Stade de France à la rentrée 1999. Avec cette chanson énergique et positive, Céline Dion fait la promotion de son album live et inscrit un nouveau standard à son répertoire. Après l'immense succès de l'album anglais Let's Talk About Love, puis de l'album francophone S'il suffisait d'aimer, Céline Dion fait une tournée mondiale de l'Amérique à l'Asie, sans oublier l'Europe. Les 19 et 20 juin 1999, cette tournée passe par Paris. Céline Dion devient alors la première artiste féminine à attirer plus de 90 000 spectateurs par soir au Stade de France. Renée, qui entreprend son premier combat contre le cancer, ne peut pas être présent lors de ces deux représentations. Malgré son inquiétude et son souhait de rester au chevet de celui qu'elle aime, Céline ne renonce pas à ce rendez-vous avec son public français. Tout au long des concerts, la chanteuse reste connectée via le web avec Renée qui suit les shows à distance et ovationnée par le public présent au Stade de France. Pendant ces deux grands concerts, Céline interprète 6 chansons extraites de son album en français, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman et Eric Benzi, S'il suffisait d'aimer, ce qui est sorti l'année précédente. Parmi les succès de ce titre, il y a Dans un autre monde, qui est la première chanson en français à ouvrir le show. Pour bien comprendre l'histoire de ce titre, il faut bien connaître l'œuvre de Goldman. Dans nombre de ses chansons, l'artiste a souvent abordé de manière récurrente la thématique du départ, du besoin de changement, de la seconde chance pour vivre pleinement son destin. Quand il propose à Céline Dion une chanson sur ce thème-là, la chanteuse est emballée et va mettre toute sa force d'interprétation et toute son énergie pour transmettre ce message optimiste plein d'espoir. Le titre est enregistré au printemps 1998 au Studio Méga à Paris et paraît dans cette version studio le 3 octobre 1998 sur l'album S'il suffisait d'aimer. La chanson ne fait partie des titres sélectionnés pour devenir un single extrait de cet album. En revanche, l'année suivante, lors des sorties de l'album live et du DVD intitulé Au cœur du stade, le 26 août 1999, la version live du titre Dans un autre monde est choisie pour accompagner la promotion de cet album. Un clip avec des images extraites des concerts est alors multidiffusé. L'album rencontre un beau succès. Il se vend à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Il se classe pendant 29 semaines au top album, dont 2 semaines à la première place. Il est certifié double disque de platine en France. Et enfin, dernière chanson de 98, On ne change pas. Et d'ailleurs, j'ai l'album que j'en ai parlé tout à l'heure. Derrière les apparences. Troisième extrait de son deuxième album avec Jean-Jacques Goldman, paru le 7 septembre 1998, On ne change pas connaît un grand succès et permet à Céline Dion d'assumer ses origines. Dans cette chanson écrite sur mesure par l'auteur-compositeur, Céline Dion aborde son enfance en toute franchise et se raconte avec authenticité, révélant la véritable personnalité qui se cache derrière l'image de la diva internationale. 3 ans après Deux, l'album francophone le plus vendu au monde, Céline retravaille avec Jean-Jacques sur un nouveau disque en 1998. Pour cette seconde collaboration, Goldman écrit et compose de nouvelles chansons en s'évertuant, comme sur le précédent, à coller au plus près de la personnalité de Céline Dion. Et c'est justement en observant la chanteuse faire le show dans son costume de diva surmaquillée que Goldman a l'idée de créer On ne change pas. En effet, il avait remarqué que derrière la showwoman se cachait toujours la jeune fille qu'elle était avec ses expressions, ses gestes qui trahissaient son passé. Ainsi, dans la chanson, Goldman fait référence à la petite fille originaire de Charlemagne, maigre et peu sûre d'elle qu'elle était dans son enfance.
Conscient de la difficulté à faire chanter à son interprète une telle fragilité, Goldman lui fait lire son texte et lui demande si elle est gênée d'apparaître comme une petite fille ingrate et solitaire. Bien au contraire, Céline est émue et touchée. Elle se retrouve totalement dans ce texte qui évoque l'enfance, une période douloureuse pour elle, mais qu'elle ne renie pas. Elle accepte donc d'interpréter On ne change pas. Le jour de l'enregistrement qui est filmé, Céline interprète On ne change pas avec authenticité et laisse apparaître sa véritable personnalité. Si l'interprétation est parfaite, Goldman souligne juste que la chanteuse a fait une petite erreur de prononciation en chantant son rengaine au lieu de sa rengaine. Un détail est vite rectifié. Contrairement à ses chansons américaines où la technique vocale est au premier plan pour ses chansons françaises, Céline privilégie sa personnalité et l'émotion qu'elle peut transmettre. On ne change pas fait partie des 12 chansons de l'album S'il suffisait d'aimer, qui est publié le 7 septembre 1998. Il est aussi le 3e extrait de cet album et paraît en single le 1er mars 1999 en France. La chanson marque les esprits qui connaît un beau succès en restant 17 semaines au top 50 entre le 6 mars et le 26 juin 1999. Le 19 et 20 juin de cette même année, Céline se produit au Stade de France devant 90 000 spectateurs. Chaque soirée triomphe, notamment en interprétant On ne change pas à la moitié du concert. On ne change pas est repris en 2005 comme titre d'une compilation des titres en français de Céline Dion. En 2014, On ne change pas fait partie de la bande originale du film Mommy de Xavier Dolan et illustre une scène importante du long métrage.